Donc Marc Morel, je suis effectivement, ingénieur de recherche à l'UMR Innovation à INRAE et je travaille sur les complémentarités culture-élevage largement et en particulier sur, le potentiel, pour, les régions méditerranéennes. Et qui dit région méditerranéenne, dit forcément un peu de système viticole et donc là j'ai travaillé, dans quelques projets sur, les complémentarités entre vignes et élevage et en particulier le pâturage des animaux dans les vignes, donc le vitipastoralisme, dans le cadre, notamment du projet Sagittaire, stratégie collective pour une agroécologie de territoire. En partenariat avec le Biocivam de l'Aude et les unités Agir à Toulouse et Selmet, sur le campus, donc à la Gaillarde. Alors, hop, hop, voilà. Donc, je vais vous présenter, quelques éléments de ces recherches. Alors, ça va être forcément un petit peu ciblé, un petit peu, vu par le prisme, de la recherche en agronomie et de la recherche en agronomie que je porte et à laquelle je contribue, donc avec, un certain focus, sur certains territoires, sur certains systèmes. Donc, ce sera très intéressant par la discussion ensuite d'élargir un petit peu, les résultats, les conclusions qu'on peut tirer, de ces études. Mais en tout cas, c'est déjà, quelques éléments dont on dispose, actuellement par ces travaux. Ces travaux, ils portent, d'une part sur les enjeux du vitivipastoralisme, donc déjà, bah, bien le définir, savoir de quoi on parle et puis, voir comment est-ce que, cette question du vitivipastoralisme s'intègre dans une démarche plus large de réflexion sur les complémentarités entre systèmes de production à l'échelle des territoires. Le deuxième axe, c'est celui des potentiels. Donc, est-ce que ça représente un potentiel, pour le développement et la durabilité des systèmes de production agricole et pour les territoires? À la fois, on va regarder ça, dans les éléments de connaissances dont on dispose par, les publications scientifiques, mais aussi par la littérature grise, et puis par, bah, des initiatives de terrain qui sont étudiées dans le cadre, du projet Sagittaire. Et le troisième axe, c'est dans quelle mesure ces potentiels se déclinent et ouvrent des perspectives pour des innovations et pour des évolutions, peut-être plus larges, des systèmes de production, notamment en viticulture. Alors, on entre dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est le vitipastoralisme? Bah, c'est le pastoralisme en milieu viticole, donc le pâturage d'animaux dans les vignes. Donc basiquement, c'est plutôt, des brebis, des ovins, mais on a aussi des cas, de pâturage, d'ovins, donc de vaches, des cas de pâturage, d'équins, de chevaux et ânes. Et puis, des cas de pâturage de chèvres. Alors, certains sont un petit peu plus joueurs que d'autres, en termes de pâturage, mais, toutes ces situations existent et on va le voir, à travers cette présentation. En fait, il n'y a pas de modèle unique vraiment, il y a des tendances qui se dégagent, mais, le vitipastoralisme dans les régions, en tout cas, d'Occitanie méditerranéenne, prend des formes, vraiment très différentes. Alors maintenant, quelques mots sur, les enjeux, et pourquoi on s'intéresse au vitipastoralisme. C'est à la fois quelque chose qui peut paraître, évident et quelque chose qui peut paraître très innovant. Donc on est un peu entre, une forme de tradition puisque ça a existé, dans le passé, des régions agricoles et puis en même temps, actuellement c'est, bah, plutôt des formes d'innovation, de renouvellement, d'une pratique, avec, sous des formats, qui sont très variés et potentiellement très innovants. Aussi dans les motivations de ce vitipastoralisme, on est quelque part entre, une logique de bon sens, bah, pourquoi pas, ça paraît évident quelque part, de faire pâturer des brebis, dans les vignes, en hiver et puis, un certain nombre d'impossibilités quand on creuse, en fait, il y a tout un tas de freins, de situations où ça paraît pas du tout évident et au contraire, c'est plutôt pas souhaitable ou en tout cas on se pose plein de questions qui freinent le développement de cette pratique et donc on est, un peu en tension entre, ce bon sens et cette mise en œuvre qui reste, parfois très très difficile. Tout ça s'inscrit aussi dans un contexte, de faible connaissance, faible, étude, de ces pratiques, à la fois,
des études, très concrètes, techniques sur, comment les bergers et les vignerons s'y prennent pour collaborer et puis sur, l'impact, et les bénéfices, réels qu'on associe à ces pratiques. Alors souvent, on a des représentations de ce que ça peut apporter, mais la portée réelle, et la preuve, de bénéfices réels, elle est, très, très faible, à ce stade de la connaissance. Néanmoins, il y a quand même, un certain nombre de raisons pour lesquelles on s'intéresse à ça. C'est que, bah, potentiellement, ça peut être, un levier dans l'adaptation des territoires au changement climatique. Je parle bien de territoire, je parle pas forcément, des systèmes viticoles en soi. Pour les systèmes viticoles, ça peut être, une marge d'amélioration un peu restreinte, mais, à l'échelle du territoire, pour un certain nombre de raisons, ça peut être, un véritable levier d'avoir cette intégration de l'élevage dans les systèmes agricoles. Donc ça peut être un pilier d'une forme d'agroécologie de territoire. C'est ce qu'on a essayé de développer, d'étudier, ou en tout cas c'est ce qu'on a pris comme hypothèse dans le projet Sagittaire, développé sur les territoires, de l'Aude et un petit bout dans l'Hérault, pour, étudier, ben, est-ce qu'il y avait vraiment un potentiel? La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que, le vitipastoralisme et l'intégration culture-élevage, dans les territoires, de l'Aude et de l'Hérault, avaient un potentiel pour améliorer la, résilience de ces territoires et plus largement des territoires méditerranéens? Là, j'ai pris l'illustration, d'un vigneron, du Minervois qui, heu, propose, des vins, étiquetés avec, un marketing qui évoque, les, heu, les planètes, du système solaire avec, bah, notamment Saturne, tout ça. Et qui donne un peu l'idée que, le vin, ça fait voyager, mais aussi ça se produit quelque part. Et ce quelque part, il s'arrête pas aux frontières, du domaine viticole, et la production viticole peut pas faire vraiment l'économie d'intégrer, dans ses stratégies, des enjeux du territoire. Par exemple, la question de la gestion des incendies, elle concerne, tous les acteurs d'un territoire, méditerranéen. Bon là, on est dans une année à faible risque incendie, mais on en a enchaîné quelques-unes, avec des risques très forts et dans certains cas des drames, en termes d'espaces, ravagés par les incendies. Heu, un impact, plus direct, c'est le marketing des produits viticoles. Peut-être que demain et dès aujourd'hui, il y a certains vignerons qui font ce choix, de s'intégrer et d'intégrer leur image et leur marketing, dans la tradition de, lien entre, la production agricole, l'élevage, le territoire et donc, une certaine, tradition renouvelée. La question évidemment de l'entretien des sols et des ressources en eau, comment est-ce qu'on préserve, la fertilité des sols et comment est-ce qu'on produit des vins avec, un faible impact, sur l'eau? La question de l'alimentation dans l'avenir, peut-être que les systèmes, méditerranéens devront plus intégrer des enjeux, d'alimentation et de contribution à l'alimentation locale, au-delà de la production viticole. Et puis bien sûr les enjeux, de biodiversité qui s'expriment, très fortement dans les systèmes, de l'Aude et de l'Hérault. Donc le pari qu'on a fait, en travaillant sur, vitipastoralisme et intégration culture élevage, sur les territoires méditerranéens, c'est que quelque part, il y avait un espèce de puzzle, du territoire à reconstituer, des connexions à remettre, au goût du jour, entre, bah, des systèmes, de vignes, de production de vignes ou en arboriculture, en lien avec l'élevage, donc l'élevage comme, potentiel de valorisation des interrants ou des intercultures entre 2 plantations et que cet élevage, il pouvait se retrouver, au centre, des autres, productions du territoire, donc notamment les céréales avec, l'enjeu de valoriser certaines, cultures de diversification dans les rotations de cultures, ou de, bah, fournir, des ressources pour le pâturage directement, par exemple les résidus de culture ou les couverts intermédiaires. C'est des choses qu'on va retrouver aussi, dans l'entretien des zones humides ou des friches, donc des zones qui sont à la fois des espaces naturels, mais qui nécessitent un entretien particulier pour la réduction du risque incendie et pour l'entretien, d'espaces favorables, à la biodiversité.
Et puis, on peut faire aussi un petit tour du côté du maraîchage, dans lequel, bah, les complémentarités avec l'élevage peuvent être importantes, en termes de contribution à la fertilité des sols, donc production de matières organiques pour la fertilisation des espaces, de maraîchage et éventuellement, valorisation de déchets verts. Tout ça étant inscrit dans, bah, la construction à l'échelle, du paysage, d'une trame pour la biodiversité, donc d'une mosaïque paysagère qui, en soi, structurellement, la structure diversifiée d'un territoire et les interstices, de biodiversité vont être beaucoup plus efficaces, que, certaines pratiques, heu, plus ponctuelles, comme, bah, mettre en place un couvert mellifère ou, mettre des réservoirs de biodiversité. S'ils sont très isolés et déconnectés des autres, l'impact et le bénéfice est pas tellement efficace, enfin pas tellement, rentable. Donc pour construire ce puzzle, reconstruire ces complémentarités, nous on a 3 axes, de travail, dans la recherche en agronomie, c'est l'agronomie des territoires. Le 1er, c'est de définir les potentiels en fonction des sols, en fonction des priorités stratégiques des territoires avec lesquels on travaille. Le deuxième, c'est de concevoir avec les acteurs de terrain des systèmes qui soient à la fois innovants et à la fois très adaptés localement. Donc, essayer de concilier les différents enjeux, de concilier les différentes, heu, priorités et l'état des ressources, naturelles et techniques, dans lesquelles, on se situe. Et puis, bah, essayer d'accompagner aussi ces transitions, donc de voir, par rapport à ce qu'on a proposé, imaginé, travaillé avec des acteurs, du monde agricole et viticole, bah, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Quels sont les freins qu'on découvre, peut-être, au fur et à mesure d'expérimenter grandeur nature, hein, donc c'est vraiment des démarches, d'accompagnement sur du moyen long terme. L'objectif, c'est que, on atteigne des formes de durabilité, à l'échelle de l'exploitation et du territoire. Là, je me suis inspiré du cadre, d'analyse, de la méthode IDEA, indicateur de durabilité de l'exploitation agricole, qui est une méthode qui a, plus de 20 ans d'existence et d'amélioration aussi, et qui, dans sa dernière, version, a bien distingué la durabilité de l'exploitation agricole et la durabilité du territoire, voire, à l'échelle globale. Donc pour intégrer dans la notion de durabilité, le fait de dans leur forme actuelle, avec leur capacité d'adaptation, mais aussi la contribution de ces systèmes agricoles à la durabilité du territoire local et plus globalement. Donc tout ça, on va essayer de l'intégrer et de le travailler simultanément, d'où le fait d'avoir, une approche par le territoire et pas seulement par les systèmes de production, ce qui est, bah, initialement l'approche de l'agronomie, plus classique, plus historique. Le projet Sagittaire, donc, je vous rappelle, stratégie collective pour une agroécologie de territoire. Il se situe un petit peu à l'interface, des acteurs de terrain, des acteurs du territoire et de la recherche, puisqu'il est coporté par, les UMR, donc Innovation, moi-même et à l'UMR Selmet, Fabien Stark et une association d'agriculteurs, le Civam Bio de l'Aude. Donc c'est une association d'agriculteurs, en agriculture biologique et dans ce projet, on cherche à la fois à décrire, les situations existantes, les innovations de terrain qu'on peut rencontrer, à explorer des scénarios, pour faire évoluer les systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui et tels qu'ils pourraient être, demain, à évaluer et donner un petit peu de quantitatif, d'éléments quantitatifs, par rapport aux bénéfices actuels et potentiellement futurs, des pratiques qui nous semblent intéressantes, notamment en termes de complémentarité culture-élevage et à évaluer aussi du point de vue des enjeux et des priorités du territoire. Tout ça dans la perspective de mettre en œuvre et d'accompagner, des systèmes, donc qui intègrent plus fortement culture et élevage. Un exemple, des productions, du projet Sagittaire, c'est, le travail de Roman Metauer, dans le cadre, de son stage de fin d'études, encadré par, moi-même dans le projet Sagittaire, avec Fabien Stark, dans lequel on a, essayé de cartographier les ressources du territoire du Minervois, et de les distribuer dans l'année, de les évaluer, en termes de disponibilité et de saisonnalité pour, aller vers des scénarios,
d'organisation du pâturage et de de valorisation des ressources pastorales, dans le territoire. On voit que, bah, selon les saisons, dans lesquelles on se situe, les systèmes viticoles là en bleu turquoise foncé, sont très importants, à la fois spatialement et à la fois, quantitativement en termes de ressources, fournies, pour l'élevage. Alors si on prend un petit peu de recul, par rapport à ce qu'on a pu observer, déjà, le la science a quand même un peu travaillé, sur cette question du vitivastoralisme. Donc il y a un certain nombre d'études disponibles, pas forcément sur le territoire de l'Occitanie et pas forcément dans des contextes, exactement comparables, mais ça donne quand même, quelques éléments, de référence. Et puis surtout, on a cherché à aller, récolter, collecter, la perception des vignerons qui pratiquent le vitivastoralisme, donc qui accueillent, des bergers chez eux ou qui sont eux-mêmes, éleveurs, en activité, secondaire. Et donc c'est un travail qu'on a fait à travers le stage de césure de Mathéo Boison, qui est en formation, à l'Institut Agro en spécialisation viticulture et œnologie et qui participe, aujourd'hui, à ce webinaire. Donc on pourra discuter avec lui, après cette présentation. En termes de bénéfices, donc identifiés déjà par, la littérature, on a quand même des éléments sur, l'amélioration de la fertilité des sols, notamment à travers l'identification de l'augmentation du carbone labile, donc disponible, dans les sols. On a identifié aussi une attention particulière à porter à l'impact de l'utilisation d'herbicides, qui sont une part assez mineure, de l'utilisation de pesticides, en viticulture, mais qui ont un impact très important à la fois sur la qualité de l'eau, sur le risque d'érosion des sols et la réduction de la biodiversité. Heu, il y a certaines études qui montrent, le potentiel lié à la valorisation du marc de raisin, en élevage, qui peut aller jusqu'à 20 de la ration des animaux, pour des ovins. Heu, on peut l'intégrer à hauteur de 20 de la ration, s'il a été désalcoolisé, voilà, bien sûr. Mais c'est du coup une contribution assez importante comme, coproduit et quelque part comme production secondaire, des systèmes viticoles. Et puis, un impact, assez intéressant, hein, sur la structure des sols, pour le coup là, pas en termes de disponibilité, de la matière organique, mais de la robustesse, de la structure avec, des risques, de tassement qui sont très limités, si les conditions sont bonnes. Donc ça, c'était issu de la synthèse bibliographique de Boris Cormary, étudiant aussi à Supagro. Les enquêtes de terrain qui ont été menées, donc cet hiver, 2023, jusqu'au printemps 2024, par, Mathéo Boison, heu, ont ont permis d'aller voir, 28 vignerons et vigneronnes, sur l'Aude et l'Hérault, donc avec une répartition quand même assez large, sur ces 2 départements. Heu, parmi cet échantillon, on a constaté, une grande diversité, en termes de structures qui font pâturer, des animaux, dans les vignes. Donc c'est vraiment, des vignerons qui font pâturer, qui pratiquent le vitivastoralisme, avec, des très petites surfaces, moins de 10 hectares, jusqu'à des très grandes surfaces, alors si on s'en tient aux surfaces de vignes, c'est la partie verte, donc ça va jusqu'à un peu plus de 300 hectares de vignes, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis si on intègre, les cultures et les surfaces complémentaires type, bois et garrigue, on monte, jusqu'à presque 700 hectares, pour les plus gros domaines. Cette répartition aussi, de la part, relative de la vigne dans le domaine, elle est aussi très variable. Il y a des domaines qui ont peu de vignes et beaucoup de surfaces complémentaires. Certains qui ont, beaucoup de vignes, mais aussi beaucoup de cultures et finalement assez peu de surfaces complémentaires. Donc on voit de tout et ça va être, le fil rouge un peu de ces résultats, c'est que globalement on voit de tout. Alors on voit de tout, mais pas n'importe où quand même parce que dans l'échantillon, des vignerons, que Mathéo a été, enquêté, on est quand même globalement, majoritairement sur, des caves particulières, donc des vignerons, vinificateurs
et globalement sur, des vignerons en agriculture biologique, des domaines en agriculture biologique, puisque, bah, on est en partenariat avec le Biocivam de l'Aude et donc on est passé par eux pour, constituer cet échantillon. Mais c'est pas seulement une question de biais d'échantillonnage, c'est aussi que, dans les pratiques, viticoles, le vitivastoralisme semble beaucoup plus s'intégrer dans des systèmes, en agriculture biologique, au-delà même, de l'étude menée dans le projet Sagittaire. En termes d'enherbement, c'était une question importante qu'on avait, qu'est-ce qui est pâturé, dans les systèmes viticoles? Bah, on retrouve de la diversité, heu, globalement plutôt enfin, un petit peu plus d'enherbement spontané que d'enherbement, semé, pur ou, semé spontané. Et puis en termes de gestion en temporalité d'enherbement, on a plutôt du temporaire, mais aussi un petit peu de permanent ou mixte, temporaire permanent. Donc un enherbement qui va être, géré très différemment en fait selon les vignerons, à qui on s'adresse. On a voulu savoir aussi, bah, pour quelles raisons est-ce qu'ils pratiquaient, ce vitipastoralisme? Quel était pour eux l'objectif ou les objectifs principaux d'accueillir des bergers ou d'avoir, un troupeau sur leur domaine? Ce qui ressort, c'est une approche un peu systémique, ce qu'on a appelé démarche agroécologique d'ensemble. Bah, souvent ça va de pair avec, on veut travailler sur, la fertilité des sols, de notre domaine, on veut, réduire, l'impact environnemental de notre production, on veut, réintégrer de la biodiversité et tout ça va de pair avec, la possibilité d'accueillir, un troupeau pour faire pâturer, les interrants en hiver. La deuxième logique, c'est une logique plus territoriale, de proximité, bah, il y a des bergers sur le territoire, donc spontanément, on leur propose, de venir, bénéficier de cette ressource, d'herbe, en hiver, à un moment où, pour eux, c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir accès à des ressources. Heu Aussi dans cette logique-là, le fait de valoriser cette ressource, donc d'avoir une biomasse qui existe et donc pourquoi pas, la valoriser. Et puis, des aspects plus techniques aussi qui ressortent dans les objectifs principaux. Appuyer le désherbage et la gestion des couverts, améliorer les sols, entretenir certains espaces, donc là, quand c'est, principalement pour les vignerons qui font pâturer autre chose que la vigne et puis, des approches, peut-être un peu plus, sensibles autour de, bah, le plaisir d'avoir, des animaux qui viennent sur le domaine. Il n'y a pas que ça, j'en parlerai après. En termes de modalités, et comment ça se passe, le vitivastoralisme dans les domaines, qui ont été, enquêtés et on l'a caractérisé? Il y a une ancienneté qui est très variable. Ça peut remonter très, très loin. Le plus vieux, il date de 1991, donc là, c'est vraiment une pratique, très ancrée dans le domaine depuis des décennies. Il y a eu une première vague de démarrage là dans l'échantillon entre les années 2009 et 2014 et puis un gros pic, autour de 2016-2018, qui se prolonge jusqu'à, 2021 et quelques démarrages beaucoup plus récents, donc 2023-2024. En termes de temps de parcours et de répartition, du vitivastoralisme sur l'année, bon, c'est évidemment pas une surprise, qu'il vaut mieux mettre les animaux dans la vigne, au moment du repos hivernal, mais avec, des pratiques relativement étalées. Vous voyez qu'il y a quand même, 13 vignerons qui, font potentiellement pâturer entre novembre et mars, donc sur une période assez longue, et assez étendue. Certaines fois, c'est, très ponctuel, donc il y a, 1 et 3 vignerons qui font pâturer vraiment sur une petite, fenêtre, soit, un peu décalée en sortie d'hiver, soit au cœur de l'hiver entre décembre et janvier et puis, d'autres, sur, plusieurs mois. Donc là encore, diversité de pratiques. Alors, ce qu'on voulait observer aussi et recueillir, c'était, bah, des retours de terrain, sachant que la bibliographie, les études, qu'elles soient techniques ou scientifiquement, sur, les impacts positifs ou négatifs, du vitivastoralisme,
Donc là, on a voulu avoir, des retours de 1 main, par le déclaratif, des vignerons. En termes de dégâts, il y en a, quand même, un certain nombre, des vignerons qui ont constaté des dégâts légers sur les ceps. Donc soit, des baguettes qui ont été, décrochées, soit des bouts de courson qui sont, mastiqués, mais ça reste, assez ponctuel et en général peu impactant. D'autres qui ont constaté, aussi des dégâts sur les structures, sur, les tuyaux pour l'irrigation, les fils de palissage ou, les murets, en bordure de parcelles. Ça peut arriver donc qu'il y ait des dégâts, mais en général, ils sont modérés. Le risque de tassement qui est souvent considéré comme, un frein, important, hein, bah, voilà, crainte d'avoir un sol tassé après le passage du troupeau. Ça s'est retrouvé, dans certains cas, dans même pas mal de cas, le fait que, oui, on peut constater, un tassement après le passage du troupeau, mais ça, quand c'est arrivé, c'était toujours dans des conditions sensibles et plutôt défavorables, au maintien des animaux sur les parcelles, donc après la pluie, sur des sols qui sont particulièrement sensibles ou avec des pratiques, de stationnement nocturne, donc parquage, nocturne à la parcelle quand c'est des gros troupeaux. Donc des facteurs qui, heu, amplifient ce risque, de tassement. En termes de bénéfices, alors déjà il y a un impact, sur l'itinéraire technique, des vignerons qui pratiquent le vitivastoralisme, le fait de limiter le désherbage mécanique. Souvent ils ont arrêté le désherbage, post-vendange ou, quand ils passaient pendant l'hiver et puis souvent ils décalent, et souvent ils constatent que c'est plus facile de mettre en œuvre, le premier désherbage mécanique, à la reprise de végétation au printemps. Évidemment, ça demande d'adapter, les plannings, de travaux hivernaux, la taille, le broyage, selon, bah, à quel moment ils vont, accueillir, les animaux sur les parcelles et puis, dans certains cas, adapter l'enherbement, donc passer soit à à un enherbement, plus permanent ou, plus spontané. C'est des choses qu'on a identifiées. Le retour, sur l'effet, du pâturage sur les parcelles, un couvert qui est plus propre, plus ras, plus homogène, un pâturage, qui fait plus précis que le passage mécanique. Sur l'enherbement, la capacité du couvert à reprendre, après le passage du troupeau, il y a plutôt une petite majorité qui trouve, que c'est mieux avec, le passage du troupeau. Souvent, il y a plus d'herbes, plus de diversité, floristique et plus de densité, du couvert. Donc ça impacte, ça améliore la vigueur, des couverts. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça dépend vraiment, des vignerons, mais en tout cas pour ceux qu'on a interrogés, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et ça, c'est confirmé par la biblio, notamment le projet BrebisLink, coordonné par la chambre d'agriculture de Dordogne et l'Institut de l'élevage, qui avait déjà montré que, dans certains systèmes viticoles, on arrivait à, une augmentation des légumineuses jusqu'à 30 en plus, dans les couverts, pâturés. Par contre, l'effet des déjections des brebis, sur la fertilisation du sol, bah, là, on a très, très peu d'éléments et on est un peu dans le flou. À la fois, les vignerons savent pas trop le dire et à la fois, il y a pas d'études, qui le montrent. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup d'impacts, qu'on pourrait attendre, mais qui sont assez peu observés. Pas de modification de la pression sanitaire sur les parcelles. Les vignerons voient pas plus ou moins de maladies. Les vignerons voient globalement pas d'évolution de la vigueur des vignes. C'est pas le pâturage qui va relancer, la vigueur de la vigne. Pareil sur la qualité du raisin ou du vin, on n'a pas d'éléments, factuels, même de perception d'une amélioration. Le stress hydrique, il n'est pas non plus, réduit par le pâturage, en tout cas a priori, pas directement. Et la vie du sol, elle serait pas immédiatement ou de manière très évidente, améliorée par le pâturage. Ça, c'est des effets qui sont en majorité pas observés. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, ça veut dire qu'on
on les voit pas, de manière, évidente. Pour autant, la perception est très positive de la pratique, hein, 100 des vignerons interrogés, ont une perception positive. On a demandé une note sur 5, on a obtenu 4,7, donc quasiment, le maximum. Avec, un bémol quand même sur les problèmes de cohabitation avec, d'autres usagers du territoire, les chasseurs, les touristes, les vététistes. Quand il y a le troupeau avec, les chiens de protection, bah, ça peut poser des problèmes, donc il faut en avoir conscience et l'anticiper. Heu, un point positif, c'est, le vitivastoralisme comme argument commercial. Je vous ai montré l'étiquette, qui était en pixel, mais ça se retrouve, dans plusieurs domaines, qui ont été enquêtés. C'est un argument, ça fait partie du récit, de vente, du vin des domaines. Et puis une forme de rentabilité puisque quand même, bon, on économise, un passage, voire 2 et puis, on met, un peu moins de fertilisants organiques donc, il y a un petit peu de coût de production qui est économisé, par cette pratique. Comment ça se passe? C'est coordination, vigne-élevage, pâturage, dans les vignes. Bah, je vous l'ai dit, on n'observe pas de tendance générale, selon qu'on est, dans des très gros coûts ou peu de surface qui est pâturée. Donc, les grands domaines vont faire pâturer, plus ou moins de la surface et c'est pareil sur les petits domaines. Il y a des petits domaines qui font pâturer qu'un tout petit morceau de leur surface et d'autres qui font tout pâturer. C'est pas, discriminant vraiment et le rapport, taille du domaine, taille du troupeau, est pas non plus, corrélé de manière évidente. C'est pas des gros troupeaux qui vont sur des gros domaines et des petits sur des petits domaines. Il peut y avoir des gros troupeaux sur des petits domaines qui passent très rapidement. Il peut y avoir des petits troupeaux qui restent très longtemps sur des gros domaines. Voilà, tout ça se recombine peu, un peu de manière opportuniste aussi, selon la possibilité d'accueillir un troupeau et puis, l'entente aussi entre, le vigneron et le berger. Donc pour résumer par rapport, à ce qui a été observé, alors cet hiver sur un échantillon, assez restreint, hein, bien sûr, de domaines, il y a quand même, une grande diversité de modèles de vitivastoralisme ou peut-être pas de modèle, hein, en termes de taille des domaines, taille des troupeaux, durée de séjour et les évolutions des pratiques, bah, finalement, chacun fait un petit peu à sa manière et c'est plutôt une bonne nouvelle, pour la capacité d'adaptation et de peut-être de développement de cette pratique. Heu, globalement, les domaines qui sont diversifiés ont l'air plus propices au vitivastoralisme, donc ceux qui ont une diversité de ressources, et aussi, des intérêts complémentaires, hein, le fait que le troupeau vienne pour pâturer les vignes, mais aussi pour entretenir, les espaces, de garrigue, ça peut être, un plus pour le vigneron. Heu dans cette étude, on n'a pas identifié de frein technique majeur. Le plus difficile, ça reste de trouver un berger qui est disponible et avec qui on s'entend. Et puis, il y a des bénéfices quand même, assez directs sur l'itinéraire technique, et l'impact environnemental, de la production parce que, bah, on économise, des intrants et puis on produit, on contribue à la production, d'une production secondaire, sur le territoire. Il faut quand même être, prudent sur ces éléments, hein. C'est plus des tendances et des 1ers résultats, des résultats préliminaires que des conclusions définitives. Déjà parce qu'on n'est pas capable d'isoler les effets du vitivastoralisme par rapport à toutes les autres pratiques qui vont se mettre en place, sur l'année, hein. Le pastoralisme, ça concerne quelques semaines maximum dans l'année, par rapport à toute une année, climatique et d'intervention technique, sur les parcelles. Cette difficulté d'identifier des modèles, bah, c'est aussi un peu une faiblesse parce que, ça veut dire qu'on n'est pas en capacité d'élaborer vraiment des références techniques, pour, accompagner cette pratique. Et puis, bah, quand on parle à l'échelle du domaine, en fait, on se trompe déjà un petit peu parce que, les vignerons vont globalement gérer, différemment selon si c'est des parcelles, de plaine, de coteaux, AOP, IGP ou Vin de France, donc on a
par nécessité, travailler à l'échelle du domaine, mais en fait, ça on gagnerait à affiner un petit peu les conclusions. Et puis bien sûr, il y a quand même des différences, de ressenti et de bénéfices, réels entre, les vignerons, les viticulteurs, qui voient la pratique, du point de vue de leur domaine, mais il faudrait élargir à, l'approche, des bergers qui eux ont une vision, plus, du territoire et d'un circuit de pâturage sur un territoire et puis éventuellement des autres acteurs du territoire, les mairies, les acteurs de la conservation de la biodiversité qui vont, voir encore ça différemment. Tout ça, ça nous donne du travail pour la suite. Déjà peut-être, travailler sur, plutôt des lots de parcelles, plutôt des systèmes viticoles, gérés de manière homogène plutôt que, travailler à l'échelle du domaine. Heu, Aller aussi faire du lien avec, des études, complémentaires, hein, qui sont en cours plutôt de, enfin qui sont en train d'être menées, en termes d'effets, du pâturage, sur la biodiversité, sur la flore, sur les couverts. Ça existe, à l'IFV, au Biocivam et auprès d'autres partenaires, notamment les chambres d'agriculture. Heu, des aspects aussi, sociaux et organisationnels, peut-être à creuser plus sur la rémunération ou la sécurisation pardon, de l'activité des bergers qui sont des points très importants pour, mettre en place et pérenniser la pratique. Également, aller voir, d'autres acteurs du territoire, pour, faciliter la présence des troupeaux sur le territoire. Et puis la question quand même de la mise en contact entre, les bergers et les viticulteurs, qui était pas vraiment, une question, enfin on leur a posé la question aux vignerons qu'on a rencontrés, mais pour eux ça se passait bien puisqu'ils le pratiquaient déjà. Voilà, je vous remercie pour votre attention, c'était vraiment, quelques éléments de panorama, de cette étude qui est située et assez ponctuelle, mais ça donne des éléments dans un paysage qui était assez peu, travaillé jusque-là. Et je suis bien sûr ouvert à toutes vos questions.